le vendredi 6 décembre 2024. Il est présentement 2 heures en temps universel. Je ne veux pas dire l'heure où je suis, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je suis là pour faire le point de la situation, pour faire le point de ce qui s'est passé à Zérékoré, d'après les toutes dernières informations que nous avons reçues, mais aussi vous donner l'origine. Qu'est-ce qui était planifié? Qu'est-ce que le CNRD avait prévu de faire? Et qui d'ailleurs qui s'est retourné contre lui. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce que les populations doivent savoir? Et quelle est la situation au sein du gouvernement? Bon, parlons de gouvernement, il n'y a plus de gouvernement, mais au sein de la nébuleuse, quelle est la situation actuelle? C'est que vous devez savoir. Vous savez, au lendemain de cette tragédie, plus précisément le lundi 2 décembre, comme par hasard, hein, la fin de la transition, nous l'avions déjà décrété au sein du FRAPP, le Front républicain pour des actions patriotiques. Et on avait dit déjà comme une prémonition que le mois de novembre, c'était un mois très décisif. Et le mois de décembre, nous avons dit que les choses sérieuses allaient commencer. C'est un spectateur qui nous l'a rappelé, que j'avais annoncé que les choses allaient commencer à partir du 1er du mois de décembre. Aucunement je ne faisais allusion à une telle chose. Parce que personne ne pouvait imaginer que la Guinée allait connaître l'une des pires tragédies de l'histoire. Faites votre propre recherche. Allez sur Google. Regardez en ce moment les tragédies qui se sont déroulées dans le monde du sport. Allons sur un terrain très simple pour ne pas parler de tragédie, de tuerie dans des manifestations ou dans des mouvements de masse. Allons sur un terrain purement sportif. Faites la recherche. Regardez les 5 premières tragédies, j'essaie de trouver l'expression parce que j'avais fait la recherche il y a quelques temps, les plus grandes tragédies au monde du sport, et vous regardez les 5 premières places. Vous allez trouver que la toute première, c'était, je pense, vers la Russie. Il y avait eu une tragédie, ou bien vers le Pérou, je ne me rappelle pas exactement. Mais ce qui est sûr, le bilan que nous avons eu en terre africaine, le plus grand bilan, c'était le Ghana qui le détenait, avec 120 quelque chose de victimes. Mais là, la Guinée, nous sommes à près de 300 victimes. 300. Même si le chiffre du CNRD, lui, il est bloqué à 56, comme par hasard, à peu près le même chiffre que celui de la tragédie de 2009. Parlons justement de cette tragédie de 2009. C'est important pour vous d'abord de connaître qu'est-ce que le CNRD avait planifié. Ceux qui parlent le Pulaar, vous allez devoir m'excuser, voilà, c'est ça. Fourike Menge Yali dit c'est au Pérou. En tout cas, c'est en tout cas par là, l'Amérique latine. Et donc, cette tragédie, on parle de 300 et quelques morts dans les années 1940 quelque chose ou 60 quelque chose, si je ne m'abuse, aux alentours de là. Là, revenons sur le cas de la Guinée. Qu'est-ce que le CNRD avait prévu? Pour ceux qui parlent le Pulaar, je m'excuse auprès de vous, je vais revenir en version Pulaar, mais c'est important que les gens soient sur la même longueur d'onde en matière d'information, pour que vous sachiez qu'est-ce que le CNRD avait prévu et qu'est-ce qui s'est finalement passé. Vous savez pourquoi on a dit quelle fin triste pour Mamadi? C'est parce que finalement Mamadi a été à la base de l'organisation d'un procès, celui de 2009, le 28 septembre, où un ancien président a été mis à la barre. Ce dernier s'est justifié, il y a eu des condamnations. Ce même régime qui a organisé ce procès se retrouve face à un bilan 3 fois celui du CNRD. Et pour les mêmes causes. Et pourquoi encore une triste fin? C'est parce que lui, au moins le capitaine Moussa Dadis Camara, au lendemain de cette tragédie, il s'était exprimé. Dites-moi qui d'entre vous a entendu Mamadi parler? Nous sommes le 6 aujourd'hui. C'est-à-dire
6 jours après, ou 5 jours, nous tendons vers la première semaine. Jusqu'à présent, Mamadi Doumbouya, lui, il ne s'est même pas exprimé. Jusqu'à présent, ce sont ces laquais qui sont en train de parler. Justement, parlons d'un de ces laquais. Le premier des ministres, Baouri. Quelle déception. Quel gâchis. Quelle fin triste pour lui aussi. Lui, Baouri, il était le président d'organisation de cette manifestation de 2009. Il a été à la barre de ce même procès. En réalité, ce procès était celui du CNRD. Ce n'était pas le procès du CNDD. C'était le procès en prémonition, c'était le procès en avance de celui du CNRD. Sauf que là, vous allez constater que dans les semaines à venir, parce que justement, c'est ça l'info, c'est qu'il y aura des poursuites. Et ce ne sont pas des organisations guinéennes qui vont se mettre au devant pour ces poursuites. Vous avez peut-être vu cette rencontre de la délégation du RPG en France. Je ne vais pas beaucoup communiquer là-dessus. Mais en tout cas, un ancien président de la France a reçu cette délégation française. Et pour qui connaît la relation entre le CNRP et entre la gente et la France, d'abord, le chef de cette gente, c'est un produit de la France. C'est la France qui l'a mis là. Son épouse, elle est française, gendarme, mais ça ne s'arrête pas là. En réalité, c'est cette dame-là qui est en train de gouverner la Guinée. Donc, c'est le retour à la colonisation. Sauf que, il y a eu des changements, il y a eu des évolutions. Vous n'êtes pas sans savoir ce qui s'est passé hier à Paris, en France. Il y a eu démission d'un premier ministre qui a été nommé il n'y a même pas longtemps. C'est le gouvernement le plus éphémère que la France ait connu. Pourtant, c'est le plus vieux des premiers ministres que la France ait connu, qui vient remplacer le plus jeune des premiers ministres que la France également a connu. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que la France est sur le point de devenir la colonie de ses anciennes colonies. Aujourd'hui, faites un sondage, faites des recherches sur Internet. On ne vous le dira pas pour le moment. Nous allons vous le dire. C'est que la situation financière de la France, jamais, même après la guerre mondiale, la France ne s'était retrouvée dans une situation pareille. Pourquoi? Parce que l'après-guerre, tous les pays étaient dans la même situation. Tous les pays étaient au même niveau de dépendance et de précarité. Tous les pays du monde. Sauf que là, on ne parle pas d'une guerre mondiale de laquelle les pays occidentaux sont en train de sortir. Mais ces pays sont en train de se diriger vers une autre troisième guerre mondiale. Malheureusement. Les mots sont forts, hein? Mais il faut que vous rendiez à l'évidence que la situation actuellement de la France est catastrophique. Sur live, nous allons non seulement parler de la Guinée, mais nous allons parler de la France. D'aucuns diront, mais c'est quoi le lien? Pourquoi nous sommes en train de parler de la France alors que ce qui s'est passé, c'est en Guinée? C'est parce que justement, quand il y a eu la tragédie de 2009, la France s'était précipitée pour faire des déclarations et annoncer des poursuites contre ceux qui ont organisé cette battue, parce que c'était une battue. Aujourd'hui, là, ce que vous devez savoir, c'est que le CNRD a planifié ce qui s'est passé. Et voici les 3 preuves. La première des choses d'abord, c'est que ce tournoi qui a été organisé, aujourd'hui que lui, le premier des ministres, est en train de nier parce que les choses se sont tournées, ça s'est déroulé de la façon dont ils ne s'attendaient pas, ils ont été pris au dépourvu. Le projet machiavélique qu'ils avaient, c'était d'opposer 2 régions. Et par ricochet, le piège qu'ils avaient voulu faire, la manigance qu'ils avaient voulu faire à travers ce procès du 28 septembre, où sur le banc des accusés, c'était des originaires de la même région. Sur le banc des victimes, c'était également des ressortissants de la même région. Là, ça n'a pas fonctionné parce que nous avons fait une communication pour expliquer aux uns et aux autres qu'il y a des personnes qui manquent à l'appel. Pourquoi lors de ce procès, on n'a pas vu un certain Moussa Keïta? Pourquoi lors de ce procès, on n'a pas vu un certain Sekouba Konaté, qui était à la fois le ministre de la Défense, mais qui était également le numéro 2 du CNRD? Pourquoi on ne l'a pas vu?
Finalement, il a été interrogé par une commission rogatoire au niveau de la France, comme s'il ne pouvait pas quitter la France et venir en Guinée et répondre à la barre. Parce que tout simplement, il ne voulait pas que ce dernier soit là. Parce que ce dernier est représenté par un autre de ses complices, qui a en réalité Toumba Diakité. Il était là. Vous avez tous remarqué cette complicité quand même entre lui, Toumba Diakité, et le général Sekouba Konaté. Jamais vous avez entendu le capitaine Toumba Diakité parler du mal de son protégé. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu cette tentative d'évasion, il y a juste un an, au niveau de la prison centrale de Conakry, lui, Toumba, il devait faire partie de ces évadés, mais il n'a pas voulu partir. Parce que qu'est-ce qui s'est passé lorsque le commando est arrivé en prison et qu'il a été réveillé cette nuit-là pour faire partie des évadés? Il avait posé une question très étrange à ces commandos. Est-ce que c'est le groupe de Tigre qui est venu? Ils ont dit non. Est-ce que vous êtes en communication avec lui? Non. Est-ce qu'après cette évasion et ce coup d'État que vous avez planifié de faire, c'est qui va être à la tête? Est-ce que c'est lui, Sekouba Konaté? Non. Puisque la réponse a été non à toutes ces trois questions, il a dit alors, moi ce n'est pas le groupe que j'attends. Je préfère alors retourner et si toutefois vous tentez, vous allez être rattrapé. Ça veut dire que lui, Toumba Diakité était au courant de quelque chose. Ça veut dire que justement, lui, Sekouba Konaté, était au courant de quelque chose. Ça veut dire que lui, Sekouba Konaté, était en train de manigancer quelque chose. Mais ça, c'était juste entre parenthèses. Revenons justement pour ne pas perdre le fil à cette situation où, au niveau de ce procès, on n'a pas vu certains éléments clés. Des éléments quand même qui devaient être là à la barre pour que lumière soit faite. Vous avez vu finalement cette condamnation, ça a été fait sur des ressortissants de cette forêt. Et il n'y a même pas encore longtemps, on a vu l'un des évadés se faire rattraper et se faire ramener encore en prison. Là aussi par la complicité de certains qui savaient et qui avaient participé justement à son évasion, mais puisqu'il fallait toujours faire cette manipulation, le 3 contre 1, mais qui en réalité c'était du 2 contre 2, vous avez remarqué après le décès et lors des funérailles, lors des obsèques plutôt de l'ancien Kontigi de la Basse-Côte. Vous avez vu qu'il y avait une certaine délégation venue de la Moyenne-Guinée. Il était prévu là qu'il y ait accrochage entre cette communauté de la Basse-Guinée et cette communauté de la Moyenne-Guinée. Heureusement, là aussi, nous avons fait une communication pour casser cela et amoindrir les dégâts de ce que le CNRD avait encore planifié. Donc, il restait encore un autre point, un autre pion à pousser. D'opposer les deux régions aujourd'hui qui sont catégoriquement opposées à cette candidature, à cet accompagnement du CNRD. Il s'agit de la forêt qui estime qu'aujourd'hui elle est visée, qui estime aujourd'hui qu'elle est à la fois lésée, qui estime aujourd'hui qu'elle fait la cible d'une certaine épuration au sein de l'armée, mais aussi qui est victime de cette injustice. Cette région aujourd'hui, il fallait l'opposer à une autre région dont on sait qu'ils ont du mal à la faire avaler la couleuvre et à la faire participer dans cette manigance. Il s'agit de la Moyenne-Guinée. Le plan, c'était quoi, justement? Le CNRD, vous avez vu ce qu'ils ont organisé au niveau des régions administratives. À la baie, vous avez vu ce tournoi, ce supposé tournoi où on a tout fait pour que, justement, la baie soit le représentant de cette Moyenne-Guinée. Parce que ce tournoi aujourd'hui dont il se dédouane, c'est un tournoi à 12 équipes. 9 de ces équipes étaient de la forêt. Pour compléter le 12, ils ont choisi, puisque la Guinée c'est 4 régions naturelles et que la forêt qui organise déjà occupe une des régions, donc il fallait que les 3 autres régions soient représentées, donc 3 équipes, une par région, faisaient partie de ce tournoi. Mais il y a un détail très important que vous devez savoir. C'est que lorsqu'il y a eu ce carton rouge, l'objectif était là. Le point de départ de cette altercation devait être là. Un carton rouge qui devait faire réagir l'équipe de la baie, mais une annulation de ce carton rouge qui devait faire réagir l'équipe qui accueille, c'est-à-dire l'équipe de Zérékoré, qui a fait un parcours jusqu'à se retrouver justement à cette finale.
Je veux vous donner un petit scoop. Demandez aux supporters, aux spectateurs qui étaient dans ces terrains, qui ont suivi ce tournoi, du début jusqu'à la fin, l'équipe de Zéré Koré, quels sont les scores, quels sont les matchs du début jusqu'à cette finale-là. Comment est-ce que Zéré Koré s'est retrouvé là? Posez cette question. Vous allez être très étonnés. Donc comment est-ce qu'ils se sont arrangés pour que Zéré Koré soit à cette finale-là? Ça, c'est un devoir pour chacun d'entre vous, puisque le live ne permettra pas d'aller plus loin dans ces détails-là pour ne pas l'étouffer. Allez suivre comment est-ce que cette équipe-là s'est retrouvée en finale. Et posez-vous des questions du côté de l'Abbé, comment l'Abbé aussi a été cette préfecture qui représentait la Moyenne-Guinée et non aucune autre préfecture de la Moyenne-Guinée. Là aussi, pour revenir justement au plan du CNRD, c'était que ce carton rouge devait faire réagir l'Abbé, donc la Moyenne-Guinée. Et d'ailleurs, en passant, vous avez vu les victimes, c'est de toutes les ethnies, des Konyanké, des Malinké, des forestiers, des gens de la Basse-Guinée et des gens de la Moyenne-Guinée. Oui, c'est vrai, la capitale de la Guinée forestière regorge de toutes ces ethnies. Mais attention, il y a eu des bus qui ont été envoyés pour faire venir des supporters qui ne sont pas originaires de ces villes-là, de cette ville-là plutôt. Oui, on nous dira que c'est ça l'esprit sportif, c'est que l'équipe vient aussi avec ses supporters. Mais attention, parmi les victimes, il y a des victimes de Senko. Senko, ce n'est pas du tout une préfecture. Et ces victimes de Senko, c'est des Peuls. Oui, c'est vrai, les Peuls sont partout. Et certains d'entre eux, c'est des commerçants. Mais les informations que nous avons recueillies, c'est que lui, Ousmane Gawal, dans sa manipulation, avait fait venir des personnes de partout. C'était lui, ça, sa consigne, pour justement faire accompagner l'équipe de l'Abbé, parce que justement l'équipe de l'Abbé n'était pas bien accompagnée. Les gens qui ont entendu nos avertissements et nos appels pour leur dire de s'éloigner de ce tournoi-là, avaient préféré boycotter. Et donc il fallait qu'il y ait du monde dans ce stade-là. Voilà comment ils ont autorisé à des enfants, ils les ont habitués à venir à ce stade-là pendant les semaines scolaires, c'est-à-dire que ce tournoi c'était un dimanche. Dimanche n'est pas un jour ouvrable. Mais depuis le début du tournoi, l'entrée était gratuite pour les élèves. C'est cette information encore que nous avons eue. C'est-à-dire, tu es écolier, tu viens, tu as l'entrée gratuite. Voilà comment des enfants, des adolescents et des écoliers se sont habitués à cette ambiance. Donc, ce jour-là, ils sont venus. On a dit que c'est la finale. Ils n'ont plus cette même gratuité. Ça, d'abord, ça a été la première frustration. Ça a été un tri. Et dans ce tri-là, n'entraient que ceux-là qui avaient les bras longs, n'entraient que ceux-là qui avaient des relations, n'entraient que ceux-là qui étaient les prioritaires, justement, dans ces bus-là qui sont venus. Jusqu'ici, nous sommes dans les détails. Nous ne sommes pas venus encore sur les éléments clés de ce qui s'est passé là pour que vous compreniez que le CNRD ne peut pas échapper à ce procès-là. Ce qu'ils ont prémédité ce jour-là, qui s'est finalement retrouvé contre eux, vous devez le savoir ici. Parce qu'ici, nous allons vous donner la première des informations. Au moment où on est en train de dissuader les médias et toutes les voix de parler de ce qui s'est passé, nous sommes là pour vous l'expliquer. Nous sommes là d'ailleurs pour déterrer certaines informations très capitales, des sources très confidentielles de ce qui s'est passé. Donc nous continuons. Ces personnes-là ont été amenées à ce stade-là et elles sont rentrées, des enfants, parce qu'il fallait qu'il y ait du monde, il fallait que ce jour-là, que le stade-là refoule du monde et que lors justement de cette propagande, qu'on annonce cette candidature pour dire finalement tout ce beau monde qui est venu ici déclare haut et fort à partir de la forêt, aux villes d'origine justement du capitaine Moussa Dadis Camara, après avoir fait le tour de toutes les autres préfectures, de toutes les autres régions, que Zéré Koré, haut et fort à partir de cette tribune-là, annonce que le général Mamadi Doumbouya est le candidat de la forêt. Il en sera de même pour toutes les autres régions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le CNRD avait prévu ce jour-là, avant que cette déclaration ne soit faite, qu'il y ait cette bagarre.
et qu'au cours de cette bagarre-là, qu'il y ait altercation entre les supporters de l'abbé et les supporters de la forêt. Ils avaient déjà des intrus, des mains noires, on en parle, sauf qu'aujourd'hui, qui est plus noir dans ce gouvernement? Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus noir que Mamadi Doumbouya? Oui, Mamadi Doumbouya est derrière ce qui s'est passé. Mamadi Doumbouya avait fait entrer, souvenez-vous, il y a quelque temps, on nous disait qu'il y a eu un bataillon qui s'est dirigé vers le Libéria, à la frontière entre la Guinée et le Libéria, pour nous dit-on qu'il y avait eu une incursion rebelle. Il y a quelque temps encore, on nous disait qu'il y a eu arrestation du côté de Libéria d'un collaborateur à Alpha Condé qui serait à la manœuvre pour recruter des rebelles. Tout cela, c'était dans la perspective déjà de vendre la peur et que justement ces éléments infiltrés dans la forêt qui commencent à s'aimer la panique et la terreur. Sauf que là, ils ont compris que si toutefois ils le font, ça va être très préjudiciable. Ils ont alors choisi une autre manière. Ils ont choisi une autre stratégie. Celle d'opposer les Peuls aux forestiers pour qu'il y ait une altercation, un affrontement et qu'au bout de cet affrontement-là, qu'on rappelle les souvenirs du 28 septembre pour dire voilà les mêmes Peuls, ils ne sont contents avec personne, ils viennent ici dans notre propre région, ils veulent nous imposer leurs lois, après avoir chassé notre fils du pouvoir, ils viennent encore ici s'imposer sur nous. Et c'est là qu'il allait y avoir une certaine communication pour qu'on s'en prenne à tous les commerçants Peuls, à tous les ressortissants, parce qu'il n'y a pas que des commerçants Peuls, à tous les ressortissants de Fouta, pour qu'on les chasse de la forêt. L'histoire est longue. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'au terme de ce mois de décembre-là, que ça soit une négociation pour calmer les uns et les autres, qu'on ne parle plus de fin de cette transition, qu'on ne parle plus de retour à l'ordre constitutionnel, mais qu'il y ait des commissions de sages, ça et là, pour réconcilier les uns et les autres. Le fossé sera créé entre la forêt et la Moyenne-Guinée, et finalement on dira que pour les bienfaits que cette gente a fait à l'endroit, et d'ailleurs pour finir, ils vont gracier certains, à la fin de ce mois-là, ils devaient les gracier. Et c'est certains, c'est des gens de la forêt. Voilà pourquoi vous voyez certains jeunes de la forêt qui disaient qu'ils sont pour qui soutenaient le général Mamadi Doumbouya. Souvenez-vous encore, la toute première voix pour parler justement de prorogation de cette transition et de candidature de Mamadi Doumbouya, c'était encore là-bas à Zérékoré. Ce n'était donc pas fortuit. C'est-à-dire, ça commençait par Zérékoré, ça se terminait aussi par Zérékoré. Tout ça pour vous dire quoi? Le CNRD s'est fait prendre dans son propre piège. Parce que ce qu'ils avaient prévu, finalement, ne s'est pas passé comme ça. Quand il y a eu le premier carton rouge, les supporters de l'abbé et les joueurs de l'abbé ont contesté la décision. Finalement, ce qui était prévu, c'était que justement cet officiel descende dans le terrain pour dire on annule le carton parce que justement le carton était sévère, le joueur devait avoir un carton jaune à la place d'un carton rouge. La frustration allait être là, du côté justement des supporters, et c'est là que l'altercation et que la bagarre allait commencer. Sauf qu'il y a deux choses qu'ils n'avaient pas prévues. La première des choses d'abord, c'est cet élément de ces jeunes qui étaient dans le terrain. Ces jeunes écoliers qui n'étaient pas du tout préparés à cette bousculade. Nous sommes en train de parler de bousculade. Il ne s'agit pas de bousculade. Des bousculades, ça arrive au pèlerinage, c'est arrivé dans plusieurs endroits. Il s'agit d'une battue. Il s'agit de tirs de gaz lacrymogène. N'eût été la bousculade tout simplement, on allait enregistrer des morts, mais qui n'allaient pas dépasser la trentaine. Mais il y a eu des éléments. La première des choses d'abord, c'est le fait que préméditement, ils ont fermé la porte pour ne pas que les enfants sortent. Sachant très bien que le terrain n'est pas homologué. Sachant très bien qu'il devait y avoir des issues de secours. Sachant très bien qu'il y avait des enfants. Sachant très bien qu'il y avait des adolescents. Pour preuve de ce que nous sommes en train de dire, comment comprendre que parmi toutes ces victimes, qu'il n'y ait aucune victime de la part des officiels? Ni l'arbitre, ni les équipes, ni les représentations locales.
Aucun d'entre eux n'a été victime. Pourtant, ils étaient dans le terrain. Pourtant, ils étaient d'ailleurs dans un endroit où ils pouvaient eux aussi faire partie des victimes. Mais c'est parce que le deuxième élément encore, après avoir fermé les portes, après avoir tiré le gaz lacrymogène, c'était pour que cette délégation, c'était pour que ces officiels-là puissent se frayer un chemin. Et c'est justement en sortant qu'ils ont encore fait usage de barres pour que la foule puisse ouvrir la voie pour qu'ils puissent sortir. Donc c'est là encore qu'il y a eu un crime. Parce que l'usage de ces armes à feu montre à suffisance que ce qui s'est passé en 2009 n'est pas du tout loin de ce qui s'est passé en 2024. Curieusement, c'est exactement 15 ans. 15 ans, 15 années. La Guinée n'a pas pu mûrir. La Guinée n'a pas pu apprendre de ses erreurs. Et dire que le procès c'était il y a juste quelques jours. Donc, quand il y a eu ces tirs-là, ce sont ces corps-là dont il y a des balles que le CNRD finalement a préféré prendre. Ils étaient au nombre de 50. Voilà pourquoi le bilan parle d'une cinquantaine de disparus. Cette cinquantaine de disparus, il y a des balles dans ces corps-là. Et le CNRD ne veut pas qu'on voit ces corps. Demandez ceux qui sont survivants de cette bousculade. Demandez ceux qui sont survivants de cette tragédie. Parce qu'on parle de bousculade dans un premier temps. Mais c'est à partir de la deuxième fois là où il y a eu fermeture des portails, pour ne pas que ceux qu'ils estimaient qu'ils étaient dehors, qu'ils ont appris qu'il y a eu triche à l'intérieur, parce que comme on vous a dit, il y a eu beaucoup de jeunes qui étaient venus, qui voulaient entrer au stade, mais quand on a dit que l'entrée n'est plus libre, l'entrée c'est soit vous payez, et c'est là où que certains étaient en train de soudoyer les agents qui étaient au niveau du portail, donc à la billetterie. Donc ceux qui sont au dehors, pour ne pas que ceux-là se mêlent à ceux qui sont à l'intérieur. Et c'est le deuxième élément encore que le CNRD n'avait pas prévu. Le premier, c'était celui des adolescents, la présence massive de ces adolescents. Le deuxième, c'était celui de la foule qui était à l'extérieur, qui voulait entrer quand ils ont entendu les sifflements à l'intérieur. Et le troisième élément, justement, c'est le renfort qui a été appelé pour venir sauver les officiels, parce que justement, les gens voulaient s'en prendre à ces officiels. Pour preuve, vous avez vu le véhicule d'un des propagandistes qui a été pris à partie. Ce véhicule-là, si justement il n'y avait pas eu cette ceinture, s'il n'y avait pas eu cette couverture de la part des forces de défense et de sécurité pour justement sécuriser la délégation, il allait y avoir plus de dégâts que ça. Donc, ni lui Singleton, ni lui Kader, ni tous les autres propagandistes d'ailleurs qui n'ont même pas dont on ne doit même pas parler ici pour leur donner de la valeur. Donc, ces personnes-là, pour qu'ils se puissent frayer de chemin, le CN des forces de défense et de sécurité ont fait usage de barres réelles. Ensuite, il y a eu encore un véhicule, 3 véhicules béliers. Ces véhicules-là ont percuté le portail. Des personnes qui étaient en train de se frayer un chemin, certains qui étaient à l'extérieur, ces véhicules béliers ont roulé par-dessus ce portail-là. Là encore, il y a eu d'autres décès. Donc, il y a 3 sortes de victimes. Ceux qui sont morts par bousculade, donc qui ont été piétinés, mortes par asphyxie et par étouffement. Ces personnes-là qui sont mortes par suite d'asphyxie, donc le gaz lacrymogène, ils n'arrivaient plus à respirer, donc il y a eu prise de connaissance. Ensuite, il y a eu les gens ont trépassé, ça c'est toujours dans la même catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux-là qui ont été tués par barre réelle. Et la troisième, et ça, ce sont des sources hospitalières qui nous ont fourni ces informations. Nous nous réservons de donner parce que nous avons appris qu'ils veulent aussi s'en prendre à ces structures hospitalières qui ont vendu la mèche et qui ont donné le vrai bilan. Ensuite, les troisièmes personnes, c'est ces personnes-là qui ont été victimes justement de ces véhicules béliers. Et ces véhicules béliers, c'est des véhicules de la délégation, donc les officiels. Là encore, c'est la responsabilité du CNRD qui est engagée. On a d'abord combien de minutes? Ça fait 33 minutes déjà. Tout ce que vous devez savoir à résumer. Il y a eu plus de 200 morts. Le CNRD est toujours bloqué à son chiffre de 56. Pire, ils sont en train d'interdire à d'autres voix de parler du vrai chiffre, de le commenter d'ailleurs, ce qui est encore criminel parce que non seulement ils sont en train de dissimuler les corps,
mais aussi ils veulent dissimuler les véritables informations. Ça, c'est criminel. On doit en parler. Ensuite, après qu'il y ait eu ces deux catégories de décès, il y a eu ces décès aussi, ces tueries, j'essaie de trouver l'expression, il y a eu un meurtre prémédité de la part justement de ces officiels-là qui ont percuté, et vous-même vous avez vu la photo sur une de nos pages, où la femme, et j'en sais, elle est étalée au sol plutôt, sa tête est ensanglantée. Comment expliquer qu'au terme d'une bousculade, qu'une tête gise dans le sang? Comment l'expliquer? Si cette tête n'a pas été éclaboussée par un tir ou écrasée par un objet. Et cet objet, comme je vous ai dit, c'est encore ces véhicules 4x4 qui ont roulé sur ces corps-là. Et je vous dis que les images sont insoutenables. Donc, compte tenu de ces évidences, compte tenu de ces informations, nous sommes en train d'engager une procédure contre le CNRD. Une procédure qui ne sera pas du tout jugée sur le plan local. Pour le moment, la justice et les autorités ont promis de faire la lumière, mais nous connaissons tous que depuis maintenant une année, depuis l'explosion du dépôt de carburant, on n'a toujours pas les résultats des enquêtes. Il y a eu combien de morts? Plusieurs morts. Là aussi, le bilan, on était en train de parler d'une centaine, voire 200 morts au niveau de cette tragédie. Là encore, le CNRD s'est contenté de nous donner un chiffre aux alentours de 50 personnes. C'est-à-dire que c'est encore incroyable. À chaque fois qu'il y a une tragédie, c'est comme s'il y a un chiffre magique que le CNRD a. Il aime tout souvent le chiffre 5, donc il faut qu'il y ait le chiffre 5. Au niveau de Kaloum, on a parlé d'une quarantaine. Après, le chiffre a été revu à la hausse. Ils se sont arrêtés, si je ne m'abuse, à 50 et quelques personnes, dont des étrangers. C'était encore les termes employés par le compte rendu du gouvernement. Tout cela, c'est pour vous dire quoi? Il y a eu kidnapping du journaliste Habib Marwan. Habib Marwan sait beaucoup. Il sait beaucoup de ce qui s'est passé. Et Habib Marwan a eu peut-être la maladresse d'aller au-delà de ce qui s'est passé au stade pour parler de quelque chose encore qui s'est passé dans la famille de l'un des acteurs de cet événement. Et là, il faut faire une pause. Cette pause, c'est quoi? Vous avez tous déjà vu la déclaration ou écouté la déclaration de Bahouri, qui dit qu'en aucun cas, ce tournoi était parrainé par Mamadi et donc, il n'était pas du tout au courant de ce qui se passe. Mais au moins, il y a une personne dont on sait que de manière formelle, elle est proche, elle est associée à cet événement. C'est Amara Camara. Souvenez-vous, quand il y a eu les événements de 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara avait un garçon. Je pense qu'on l'appelait, comment on appelait d'ailleurs son jeune, c'est papa, non, c'est pas papa, il a un surnom. C'est vieux ou papa, je ne me rappelle pas trop, il était du côté du Canada. Il étudiait là. Ce garçon, de manière mystérieuse, il est décédé dans une piscine. C'était juste après les événements du 28 septembre. Il y a eu des enquêtes, le dossier a été classé sans suite, parce qu'on a estimé que c'était une mort naturelle et donc un accident. Le garçon était en train d'étudier au Canada. Mouriba, je pense que son prénom c'est Mouriba Camara, si je ne m'abuse. Je pense que c'est Mouriba Camara. Certains pourront me corriger ici dans les commentaires, mais je pense qu'il s'appelait Mouriba. Il est décédé. Là encore, curieusement, un garçon qu'on dit qu'il était adoptif chez Amara Camara a fait un accident. Au lendemain ou sinon le jour même de l'événement. Nous sommes toujours dans la pause. Rappelez-vous, quand il y a eu ces événements de l'abbé, quand il y a eu ces événements à Koubia, j'avais fait une sortie ici pour dire, voilà, quelqu'un a dit c'est Junior, Mouriba Junior justement, on l'appelait Junior.
On l'appelait Junior, mais je pense que son prénom c'est Moriba. Mais on l'appelait Junior, effectivement. Merci beaucoup, Yahi Faïbe. Ibrahim Ba aussi a dit qu'il s'appelait Junior. Les choses deviennent intéressantes. Hein, parce que lorsqu'il y a eu ces lectures à l'abbé, plus particulièrement, c'est ça, Moriba Dadis Kamara. Sarsan Salu Gigaya vient de donner son nom. C'est Moriba Junior Kamara. C'est ça son nom. Il s'appelait Moriba. Parce que je me rappelle que des jeunes qui étaient proches du dossier, et pour ne pas remettre le couteau dans la plaie, je ne veux pas commenter ce qui s'était passé là. Pourtant, le Canada, c'est un pays très développé, très respectueux des procédures, mais on a dit que la mort du jeune, c'était de manière mystérieuse, que c'était un accident et qu'il n'y avait pas d'auteur. Il n'y avait absolument pas d'auteur. Il n'était pas du tout sous. Il est mort dans cette piscine-là. Les caméras de surveillance, ça n'a rien capté, absolument. Et puis, c'est juste le corps qu'on a retrouvé là. Là encore, chez lui, Amara, il y a eu cet accident. Et comme je vous ai dit à l'abbé, quand il y a eu ces lectures et que certains avaient voulu guillotiner certains sages, je suis venu ici porteur de messages de la part de ces sages pour dire d'abord, il me s'agit de vous dire de ne pas mettre tout le monde dans le même bateau. Un. Et deuxièmement, de dire que ce que cette délégation est venue dire, ceux qui ont parlé n'ont parlé qu'à leur nom. Mais il y a eu bel et bien lecture du Coran. Mais ce qu'ils ont annoncé comme objectif de la lecture et ce qu'eux ils ont fait comme lecture, donc comme doigt, ce n'était pas du tout pareil. Vous vous rappelez, je vous ai dit ça il n'y a même pas encore longtemps. Pourquoi je rappelle ça? C'est pour vous dire que ce que le CNRD est allé chercher au Fouta, je le dis ici. Parce que justement, c'est l'un des sages qui m'a appelé pour me dire, tu peux rappeler ce qu'on t'avait commissionné, ce qu'on t'avait chargé de dire, parce que justement, nous avons fait notre part. Et je profite de cette occasion, parce que ce sont eux qui m'ont chargé encore de le dire au CNRD, que le CNRD fasse beaucoup attention, parce qu'ils ont touché au fruit défendu. Mamadi, le lundi, je n'avais pas toutes les informations lorsque j'étais en train de te parler. Aujourd'hui, j'ai toutes les informations. La fin est triste pour toi. Quelle fin triste pour Mamadi. Celui qui se chargera de toi, il est déjà fin prêt. Et toi, tu n'auras pas la chance de Dadis. Tu ne l'auras pas. Tu as vu, il n'y a pas longtemps, il y a un certain Charles Taylor qui est mort du côté du Libéria. Est-ce que tu as vu la vidéo de Charles Taylor lorsqu'il était en train de maltraiter Samuel Doe? Tu l'as regardé? De la même façon que tu as regardé ce procès. C'est de cette façon-là que tes collaborateurs vont finir. Toi, tu n'auras pas la chance d'être à ce procès. Ce que tu verras là dans cette image de Samuel Doe en train de maltraiter, en train d'être maltraité par Charles Taylor, Prince Johnson plutôt, excusez-moi, c'est cette tragédie, c'est cette fin tragique qui t'attend. Les sages m'ont chargé de te dire, en toute amitié, ils s'adressent à toi en tant que parent, en tant que sage. Ce que tu es allé faire à l'abbé, à cause de toi, des sages ont été insultés à Koubia. À cause de toi. Kerno Maman, de toi, je ne m'adresserai même pas à toi. Tu es assis. Habib Marwan est de Dingirai comme toi. Les prières qui se font actuellement à Dingirai, à Dabola, et même à Sigiri, pour que lui, il soit libéré. Toi, Kerno Mamadou, Kerfala Kapase, et Makanera Kake, retenez très bien ces noms. Retenez très bien ces trois noms. Kerfala
KPC Camara. Tu es connu d'abord pour être ce briseur de foyer. Ton nom a été cité lors du procès du 28 septembre. Tu t'es arrangé pour ne pas comparaître. Tu es celui-là qui était en train d'envoyer des familles de ministres à Paris, en France, avec ta complicité. Et là encore, le dossier est fin prêt. L'ancien ambassadeur de la France en Guinée, tu n'échapperas pas parce que ta collusion avec lui, elle est connue. Lui, KPC, il a des intérêts avec l'État. Il sait les contrats qu'il a eus. La reconstruction de Camboiro. Ces véhicules qui ont transporté les corps, c'est parce que c'est le CNRD qui a organisé ce procès. Sinon, toi, KPC, tu devais être là-bas. Tu t'es pas arrêté là. Tu as tenté, il n'y a pas longtemps, de faire extrader un lanceur d'alerte. Finalement, ce lanceur d'alerte n'est pas parti. Parce que un de tes acolytes, qui est l'ancien ministre Charles Wright, avec lequel tu avais des collisions, parce que tu l'avais même hébergé dans une de tes maisons, ça déjà, c'est une collusion qui est poursuivable à cause de ça. Tu es opérateur économique. Tu as des contrats avec l'État. Mais c'est toi qui héberges le ministre de la Justice. N'est-ce pas une complicité flagrante? Tu t'es pas arrêté là. Tu es complice de l'arrestation de Habib Marouane Camara. Il n'y a pas longtemps, tu as fait une vidéo. Et cette vidéo encore va être compromettante contre toi. Tu as beau avoir de l'argent. Tu devais demander à certains oligarques russes qui pensaient que leur argent pouvait les sauver de la justice. Non. C'est juste le régime-là qui devient le rempart pour toi. Et puisque ce régime-là va chuter, toi aussi, tu vas être en prison KPC. Tu penses que ton pouvoir, c'est l'argent. Et tu penses que cet argent-là va t'aider. N'est-ce pas? Alors, sache qu'il y a eu un nouvel élément. L'arrivée de Trump au pouvoir, ça change tout. Ça change la donne mondiale. Tu as vu ce qui s'est passé en France? Tous tes amis, toutes ces personnes-là qui étaient vos acolytes, qui étaient vos collaborateurs, qui étaient vos complices, ont déjà des problèmes en ce moment. Donc, tu penses que parce que tu as l'argent que tu peux échapper à la justice. Voilà pourquoi tu t'es permis de piéger Habib Marouane pour qu'il soit arrêté là. Alors, sache que tu n'es en train que de compliquer ta situation. Tu es en train de l'aggraver encore davantage. Jusqu'ici, tu avais pu te faufiler ce dossier du 28 septembre. Alors, sache qu'il y a des éléments très probants de ta complicité avec des gens qui ont été des gens criminels, le CNRD et le CNDD. En réalité, tu n'as pas cherché à alléger ton cas. Tu n'as pas cherché tout simplement à être dans ton coin, comme les autres opérateurs économiques, et à manger ce que tu as eu au sang des Guinéens. L'effacement des traces du Camboiro, c'est toi encore qui as reconstruit ce camp. Contre quoi? La disparition et la dissimulation de ces corps du 28 septembre, c'est encore des véhicules qui ont été utilisés. Et cette fois-ci, un ancien chauffeur est prêt à témoigner. Ça, c'est l'élément important de ce nouveau dossier. Tu penses que tu es fort, n'est-ce pas? Tu penses que tu es protégé. Tu penses que tu es à l'abri, n'est-ce pas? Voilà pourquoi tu te permets d'être ce intouchable qui fait tout. C'est-à-dire, tu penses que tu es vraiment quelqu'un qui est à l'abri de tout. Tu penses que ton argent va te sauver. Alors c'est cet argent-là, et tu ne seras même pas jugé en Afrique. KPC, tu ne seras pas jugé en Afrique. Tu seras jugé dans un tribunal international KPC. Parce que non seulement ces détournements d'argent, ces collisions que tu as eues avec l'État, c'est l'argent du contribuable. Les crimes encore s'ajoutent à ça. Tu deviens à la fois poursuivable pour crime économique, mais tu deviens aussi poursuivable pour crime de sang. Alors que tu n'as pas été ni ministre, tu n'as pas été président,
Tu devais être dans ton coin et maintenant tu t'en prends à des journalistes. Là, tu as touché la profession du journalisme. Je suis concerné, je suis journaliste de profession, même si aujourd'hui mon français n'est pas un français aussi limpide. Je suis très en colère contre toi. Parce que là, tu as franchi le Rubicon. Donc, c'est toi qui veux servir de paillon à tous ceux qui veulent parler. Donc, Habib Marouane, parce que justement, il a eu confiance en toi, tu l'as convoqué parce que un certain Makanera est venu te dire, il faut la boucler, il faut le faire fermer lui. Makanera, le temps ne me permet pas de te parler comme je voudrais. Toi, Thierno Mamadou et KPC, le compte à rebours commence pour vous. Et vous n'avez aucunement la possibilité de vous échapper. Ce n'est pas une menace. C'est une information que je suis en train de vous donner. Prenez-la comme vous voulez. Si vous voulez, comme à l'habitude de toi, tu es un perroquet qui vient, qui va parler, qui va claironner, sache que tu as déjà blasphémé. Tu as dit des choses fausses sur Dieu. Ce châtiment, il t'attend déjà ici, bas et à l'au-delà. Et là encore, tu n'échapperas pas. La seule façon pour toi d'échapper, c'est de te répandre. Si tu ne te répands pas, tu auras toi aussi une fin très tragique. Je vais finir par toi, Thierno Mamadou. Dans ta vidéo, tu as dit, au nom des sages de Koubia, que le général Mamadi Doumbouya et leur protégé. Voilà maintenant comment ils l'ont protégé. Le même chemin de Dadis revient dans ma vidéo. J'avais rappelé de manière tacite ce qu'un certain Dadis avait eu à l'abbé. Vous avez touché le fruit défendu. Cette vidéo, elle est pour vous. Mamadi, Amara, Idi Amin, KPC, Makanera, Thierno Mamadou et cette femme-là dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Par respect pour les femmes, je ne parlerai pas d'elle. Elle est la 7e. Elle est le 7e élément de ce que ces sages-là ont fait. Vous n'allez pas du tout échapper. Ce que vous avez fait et planifié, d'abord la justice du monde ici va se charger de vous. Et le châtiment qui vous attend encore, il est pire. Je m'arrête là pour ce premier live. Je reviens dans un deuxième en poulard.